Ça sent pas bon du tout pour Spider-Man là. Bah oui, là ça doit vraiment être la galère pour lui. La semaine dernière on voyait qu'il était devenu nettoyeur de toit. Il a dû se rendre compte qu'entre la canicule et la pénibilité du boulot ça valait absolument pas le coup. Donc il a décidé d'affoler le sens d'araignée de tous les arachnophiles en faisant quelque chose de plus sensuel. En fait, Far From Home ça veut dire qu'il va aller ouvrir un strip club à Vegas. Ou alors il va faire ça en ligne parce qu'il paraît que sur la toile ça cartonne. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 199e JT Comics. Je ne m'appelle pas Robert Kirkman, donc ça ne sera pas le dernier. Et tout de suite, on passe aux news de la semaine. Femen Miller. Est-ce qu'on verra Frank Miller téton à l'air, le torse marqué d'inscriptions toutes noires prônant la défense des femmes et de leurs droits? Est-ce qu'on est prêt à voir ça déjà? Et oui, Frank Miller s'est confié sur le premier projet qu'il écrit pour Netflix avec Tom Wheeler. Souvenez-vous, ça s'appelle Cursed. Ça sortira tout d'abord sous forme d'un roman illustré par Miller et destiné plutôt au jeune public. Et Frank Miller déclare qu'il s'agira d'une relecture féministe du mythe arthurien avec au centre le personnage féminin de Nimue, la Dame du Lac. Donc ça sera une version inédite de l'histoire même d'Excalibur, l'épée d'Arthur. Alors quand je pense féministe, je pense pas forcément de suite à ce bon vieux Frank Miller et j'ai bien peur que le synopsis ça soit un genre de Nimue enchaînait les passes au bois de Brocéliande quand elle trouva une épée qui lui permit de couper le sexe de ses clients qu'il a bousculés et de les donner à Merlin qui adorait ça. Bon, ceci dit, ce n'est pas parce que Frank Miller a écrit Sin City, 300, Batman, The Dark Knight Returns ou alors Holy Terror qu'il n'a pas prouvé qu'il savait écrire des personnages féminins forts et puissants, ne serait-ce qu'avec l'excellent Martha Washington. Du point de vue du style, Miller a déclaré qu'il avait fait beaucoup de recherches, notamment sur les illustrations d'Arthur Rackham, qui a beaucoup travaillé sur les mythes arthuriens, donc il me tarde de voir. Endgame, l'arnaque XXL. Ça aurait dû attirer notre attention que l'affiche de la version longue d'Endgame soit un gros point tendu façon fistinière. La polémique de la semaine, c'est clairement de savoir si les bonus ajoutés à Endgame pour pouvoir le ressortir au cinéma sont dignes, petit 1, du succès phénoménal du film, petit 2, de l'amour que lui vouent de nombreux fans à travers le monde. Ils ont même pas terminé les effets spéciaux sur la scène coupée, putain. En tout, il y a 6 minutes et 37 secondes de bonus. On commence 18 secondes avant le film avec un des deux frères réalisateurs, et donc Anthony Russo qui vient remercier les fans de les avoir suivis à travers ce périple qu'est la saga de l'infini, donc tous les films depuis la phase 1 jusqu'à la fin de la phase 3, enfin jusqu'à Endgame. Je rappelle aussi que la saga de l'infini, c'est d'excellents comics par Jim Starlin, Ron Lim et George Perez. Les sous seront peut-être mieux dépensés. Et il termine en recommandant de rester après le générique. Ah bon mon con? 3 heures, 2 minutes et quelques snaps plus tard, on a enfin le premier vrai bonus sous la forme d'un hommage appuyé à Stan Lee, avec quelque chose qui remplit YouTube, c'est-à-dire une compilation de ses caméos dans le MCU, avec un petit peu aussi de making-of. On le voit répéter, on voit les acteurs, les équipes le remercier. On entend Papy Marvel dire à quel point il est chanceux d'avoir pu jouer dans ses films, à quel point il est toujours surpris de voir le succès perdurant des personnages qu'il a co-créés en voulant simplement payer son loyer. Et paf, pour faire craquer même les taulards, même les plus durs, on finit avec un petit Stanley, we love you 3000. Vient ensuite la scène coupée, la scène de la colère, toujours introduite par Anthony Russo qui dit qu'ils adoraient cette scène mais qu'ils n'ont finalement pas pu l'inclure au montage final. Apparemment elle n'est même pas terminée tout court. On y voit des gens coincés dans un immeuble en feu, le chef des pompiers qui est joué par l'acteur de Die Hard, Reginald Vel Johnson qui appelle un hélicoptère, mais avant qu'il puisse le faire, Hulk arrive et sauve tous ces gens. Une fois au sol, il reçoit un coup de fil et c'est là qu'on voit qu'on entend la voix de Mark Ruffalo mais ses lèvres ne bougent pas très bien. Tout simplement puisque le travail de motion capture et d'effets spéciaux n'a pas été terminé proprement. Est-ce qu'ils avaient plus d'argent? Est-ce que... Putain! Quand Endgame fait moins bien que Jeff Panaclock, tu sais qu'il y a un problème. Au bout du fil, c'est un certain Steve qui donne rendez-vous à Hulk probablement pour parler voyage temporel autour d'un petit repas. La suite, vous la connaissez. Et on passe ensuite sur un petit extrait de Spider-Man Far From Home qui ne spoil absolument rien puisqu'on y voit Nick Fury et Maria Hill arriver au Mexique et tout est un petit peu de la version des habitants qui disent avoir vu un cyclone avec un visage détruire une partie de la ville. Des doutes qui seront complètement effacés lorsqu'ils voient débarquer Mysterio et les élémentaux. Paf, clap de fin. Et là je pense que ce n'est clairement pas une question d'être fan de DC, fan de Marvel, fan de je ne sais pas quoi, à moins d'être un lapin et d'adorer les carottes, on ne peut pas être pleinement 100% satisfait de cette version d'Endgame. Et même si c'est qu'entre 4 et une quinzaine d'euros, mieux vaut les investir dans un comics, ça sera bien mieux employé. Je vous laisse me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Le rêve. C'est un comic qu'on a du mal à s'imaginer adapté à l'écran et il y a 3 ans, un film avait failli voir le jour, produit par la New Line, mais finalement le deal avait fait comme la carrière de Michael Vendetta.
explosé en plein vol. On aurait pu croire que DC et Warner l'adaptent en solo pour se construire enfin un catalogue avec une identité propre, mais non, finalement, Sandman de Neil Gaiman sera adapté en 11 épisodes par Netflix, qui compte en faire son Game of Thrones, et ça devient d'ailleurs la série avec le plus gros budget de tout DC Entertainment. On apprend également que la chaîne HBO a décliné le projet, ayant déjà la variation sur le thème de Watchmen de Damon Lindelof. Le co-scénariste de Wonder Woman, Alan Heinberg, supervisera la réalisation de la série, tandis que les producteurs exécutifs seront David Goyer et Neil Gaiman en personne. C'est un projet ambitieux, l'adaptation directe du comics créé par Neil Gaiman, Sam Kiff et Mike Dringenberg, qui raconte les aventures de Morpheus, un rêve, et de ses autres potes éternels. Donc une histoire qui est composée de plein d'histoires. Un comics multigenre que beaucoup aiment bien appeler un graphic novel, parce que vous comprenez, ça fait plus intellectuel, mais j'ai pas envie de me lancer sur un débat de type chocolatine ou pain au chocolat aujourd'hui, je vous laisse décider. Neil Gaiman n'assure qu'ils n'essaieront pas de couvrir toute l'histoire en une seule saison, donc on parle potentiellement de plusieurs saisons. Il espère pouvoir faire quelque chose d'aussi personnel et authentique que dans les comics, et peut-être que ça donnera envie à Marvel de reconsidérer l'offre qu'il leur a fait l'année dernière d'adaptation de l'univers Marvel 1602 et qu'ils ont décliné. Business. Parfois on l'oublie parce que ça a l'air tout léger, parce que c'est du divertissement, mais les comics sont un business, surtout chez les Big Two, chez Marvel et DC, dont les actionnaires sont respectivement Disney et la Warner. Malheureusement, certains témoignages sont là pour nous le rappeler, et cette semaine il y en a deux. Son run en tant que scénariste et storyboarder du Superman version New 52 n'a duré que 6 mois, et pourtant George Perez est encore confié sur l'amertume qu'il a pu ressentir durant sa période de travail chez DC pour la Warner. Ils ont réussi à lui faire éprouver le syndrome plus communément appelé le syndrome du Balek, et ça ne fait pas plaisir de lire ces mots d'un vétéran de l'industrie à qui l'on doit de nombreux orgasmes visuels. Il déclare que le titre Superman était en réalité réalisé par un comité plus que par des artistes libres de pouvoir créer. Ces scripts lui revenaient modifiés de nombreuses fois, parfois plusieurs fois dans un même mois, à tel point que ce n'était plus vraiment son histoire et qu'on risquait de plus en plus l'incohérence par rapport à toute la continuité, si bien que pour la première fois dans sa longue carrière, il a commencé à s'en foutre. Et il dit « Je n'en veux pas aux employés de DC, ils suivent les ordres de la Warner ». Il s'était déjà confié à ce sujet dans une convention 2012, il a dit que le pire en fait c'était de risquer de se contredire. Ça ajouté au fait que personne ne lui avait dit que Grant Morrison reprenait le titre Action Comics et qu'il avait décidé de situer le récit 5 ans avant les actions de son Superman sans que personne ne lui dise quoi que ce soit sur l'intrigue. Donc vous comprenez très vite les petits problèmes de continuité qui peuvent arriver, et ni Grant Morrison ne voulait dire quelque chose, ni même les éditeurs de chez DC dont c'est pourtant le boulot. Et chez Marvel c'est à peu près pareil si on en croit Sina Grace, à qui l'on doit un run assez rafraîchissant de Iceberg, a annulé une première fois en 2017, puis relancé l'année d'après, puis annulé. Le scénariste déclare qu'il était simplement entouré d'une bande de lâches qui ne l'ont pas soutenu lorsqu'il était sous le feu des critiques violentes, voire même des trolls sur les réseaux sociaux, et qui ne l'ont pas soutenu non plus lorsqu'il a cherché à travailler sur d'autres séries, pas simplement la série du gay officiel, pour justement prouver à ses détracteurs qu'il n'était pas le scénariste caution diversité de chez Marvel et qu'il pouvait faire autre chose. Et il dit ne pas avoir fait face à de la discrimination, non, mais simplement à de l'ineptie, à de la bêtise. On lui disait on ne t'oublie pas, mais évidemment on ne l'a jamais rappelé. Et c'est bien dommage parce que ça vient cimenter l'avis déjà bien ancré de certains, selon lequel la diversité n'est qu'un argument marketing pour les éditeurs, alors qu'il existe des scénaristes qui sont impliqués dans leur cause, qui veulent raconter les meilleures histoires possibles et qui veulent faire leurs preuves sur d'autres séries comme n'importe quel scénariste. C'est la communication au sujet de Dark Veil, donc le premier X-Men Drag Queen, qui fera déborder le vase et qui l'enverra vers d'autres horizons, notamment chez Boom Studio où il écrit Jughead et Go-Go Power Rangers. Walking Dead, la fin. Et oui, les comics sont un business, et Robert Kirkman est peut-être le scénariste qui a les plus grosses couilles du game, avec le coup qu'il vient de nous faire aux États-Unis. Au début je voulais pas forcément en parler, mais comme en France on le publie sous forme reliée, ça n'a pas de sens de garder la surprise. Le Walking Dead numéro 193 qui sort en VO aujourd'hui sera le dernier de la série et marque donc la fin de ce comics après 16 ans d'aventure et bientôt 3 séries télé dont beaucoup auraient préféré que ce soit elle qui s'arrête au lieu du comics. Kirkman est un habitué des surprises qui ne foirent pas, ça qui est impressionnant, qu'il arrive à garder les trucs comme ça secrets. Souvenez-vous, il avait quand même sorti
en scred sans l'annoncer jusqu'au dernier moment un comics, un die. Et là pour faire ce coup, il avait même fait de faux résumés et de vraies fausses couvertures pour le Walking Dead 194 et le Walking Dead 195. Il va également à l'encontre de tous les préceptes du genre en matière de marketing, de pub, il ne fait pas de gros teasing de fin, il ne va pas jusqu'au numéro 200 alors qu'on sait que ces gros numéros compteront, se vendent bien plus aisément. Bref, tout ça, Kirkman s'en fouette les baloches à grands coups de Lucille. Il remercie évidemment les lecteurs ainsi qu'Image Comics de lui avoir donné l'opportunité pendant si longtemps de pouvoir raconter son histoire sans aucune interférence, comme quoi les news se suivent mais ne se ressemblent pas. Il dit « Moi aussi je suis bouleversé, ça va me manquer. » Autant, sinon plus que vous, ça me fend le cœur d'avoir dû y mettre un terme, mais j'aime trop cet univers pour l'étirer au point où il ne serait plus digne de ce que je veux qu'il soit. J'espère que vous comprendrez. Alors est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous prenez tout simplement cette nouvelle en France, le 32e et dernier tome de The Walking Dead sortira en octobre 2019. C'est chez Delcourt, qui d'ailleurs, petite parenthèse, remporte les droits d'exploitation de l'éditeur Ahoy Comics en France, et donc on aura notamment The Wrong Earth et le très attendu Second Coming en français chez Delcourt. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et sinon, et dans le reste de l'actu, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la série Marvel Zombie reviendra, celle qui a été justement créée par Robert Kirkman, reviendra en octobre prochain, les morts se réveilleront à nouveau, le timing est parfait. L'éditeur Dynamite Entertainment, un record de commandes sur sa nouvelle série Vampirella, le numéro 1 par Christopher Priest et Ergun Gunduz, qui a été commandé à plus de 130 000 exemplaires. Pour l'éditeur, c'est une première en 15 ans d'existence, donc même pas The Boys avait réussi à battre ces chiffres-là qui risquent en plus d'augmenter. Sinon, le DC Black Label n'a pas fini de nous surprendre, et je tiens d'abord à remercier Louis qui a fait chauffer son Photoshop et qui m'a envoyé ce logo que j'adopte immédiatement. Et oui, on pensait que DC en avait fini avec les labels, les sous-labels, mais en fait, ils font juste des labels russes. Ce ne sont pas des labels qui se torchent à la vodka en chantant les chœurs de l'Armée Rouge, mais simplement des labels imbriqués dans d'autres labels, puisque le scénariste et co-créateur de Lock and Key va lancer au sein du Black Label son propre label d'horreur qui s'appellera Hill House Comics et qui accueillera dans un premier temps 5 séries limitées. Basket Full of Heads par Hill et Leo Max, The Dollhouse Family par Mike Carey et Peter Gross, The Low Woods par Carmen Maria Machado et Danny, Plunge, toujours par Hill et un artiste qui n'a pas encore été annoncé, et Daphne Byrne par Laura Marks et Kelly Jones. Donc du lourd en matière d'équipe créative avec certains vieux de la vieille de chez Vertigo, comme quoi, de l'horreur pure et dure, et le projet qui me fait demi-moller le plus violemment, c'est Basket Full of Heads, dans lequel un couple trouvera une hache enchantée viking qui permet de couper des têtes en un seul coup, mais ces têtes continuent à parler et continuent de raconter leur histoire. Et enfin, toujours sur le Black Label, on change de genre, on passe à la fantasy, on vient draguer, on vient titiller les fans de Donjons et Dragons et de Tolkien, puisque l'auteur Philip Kennedy Johnson et l'artiste Riccardo Federici sortiront Last God, l'histoire du dernier dieu, d'un démon tyran qui revient hanter un royaume qui se croyait débarrassé de lui. Lisez, j'ai enfin commencé une série que je voulais absolument commencer depuis très longtemps, c'est Rumble par John Arcudi et par James Warren avec les couleurs de l'excellent Dave Stewart, je le dirai à chaque fois s'il le faut. C'est un homme qui tombe sur un épouvantail géant, qui l'assomme et qui même le décapite et qui lui vole son épée magique, ce qu'il ne faut pas faire, je vous le recommande pas. Et je vous en dis pas plus pour que vous puissiez être vierge de tout spoiler, moi c'est une excellente expérience de lecture, surtout pour les dessins qui sont ultra stylisés, qui sont très dynamiques. Si vous aimez le style de Sean Murphy, vous devriez kiffer. Je viens de finir le tome 2, je vais attaquer le tome 3, ça sort chez Glénat en France, chez Image aux États-Unis. Et dites-moi ce que vous avez lu, puisque moi il n'y a que ça, puisque je suis en train aussi de vous préparer le JT 200. Et là non plus, je vous en dis pas plus, j'essaie de vous faire une petite surprise. Pour ceux qui habitent Marseille ou les environs, demain jeudi 4 juillet à 19 h au bar Wow, c'est le Drink and Roll numéro 6, c'est organisé par mon pote Alex, qui signe d'ailleurs l'affiche de ce mois-ci. Je ferai un saut en fin de soirée, après avoir vu Spider-Man Far From Home, pour éviter de me faire spoiler comme un bâtard. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis sur Spider-Man Far From Home en avertissant si vous spoilez dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis. Un immense merci encore à tous ceux qui partagent, qui mettent des pouces bleus, qui en parlent autour de vous. Bref, je vous kiffe, ça c'est sûr. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Eh ouais, qui aurait cru qu'on verrait l'arrêt de la série The Walking Dead en comics avant l'arrêt des soins de Vincent Lambert? Sale histoire.